Cette histoire commence par la vision impressionnante de ces fleurons de la marine française. Les porte-avions, ces monstres d'acier et de haute technologie. Des bâtiments qui défient l'imagination. Pour comprendre leur rôle véritable, il faut revisiter les grands conflits. La montée des fascistes, le combat de la Seconde Guerre mondiale, la guerre du Pacifique, le sabordage de Toulon, mais aussi les opérations en Yougoslavie, Irak, Syrie. Et replonger dans ces batailles, c'est découvrir que nous ne sommes rien sans nos alliés. Qui sait qu'en Indochine, les militaires français manœuvraient sur des porte-avions anglais et américains? Qui sait que nos pilotes atterrissent régulièrement sur les porte-avions de l'oncle Sam et inversement? Explorer cette saga des porte-avions français, c'est aussi lever le voile sur une certaine histoire française. Chantier titanesque. Choix de la propulsion nucléaire. Volonté gaulliste de s'imposer. Et c'est découvrir une aventure humaine, faite de sang, de drame. Si le porte-avions est aujourd'hui un outil indispensable à notre puissance, rien n'était écrit. Cette grande histoire des fleurons de la marine française que nous allons vous raconter pour la première fois est le fruit de rêves fous, de paris insensés. Comment peser dans le concert des nations? La France, avec le Charles de Gaulle, son porte-avions nucléaire de 40 000 tonnes, répond à sa façon. On négocie pas avec des bons sentiments, on négocie, comme disent certains, avec des porte-avions au large. Les Américains ont tendance, c'est toujours coutume à dire qu'un porte-avions c'est 100 000 tonnes de diplomatie, alors pour la France ça sera 40 000 tonnes. Il peut aller défier nos ennemis à des milliers de kilomètres. Je crois que les opérations contre Daesh sont les plus révélatrices de la capacité d'un porte-avions à donner une force de frappe française. Il peut rester pendant 4-5 semaines à la mer, sans rentrer à quai, sans demander l'autorisation à quiconque. Il faut comprendre qu'il y a 2 pays dans le monde qui sont capables de faire des bateaux comme ça. Les États-Unis et la France. Il n'y en a pas d'autres. Pour comprendre la puissance, les stratégies du Charles de Gaulle aujourd'hui, il faut faire un voyage dans le temps. Tout commence avant la guerre de 14. Nous n'en sommes encore qu'au balbutiement de l'aviation. La marine française commence timidement à s'intéresser aux possibilités offertes par ses premiers avions. En 1910, les militaires entreprennent la transformation d'un petit navire de guerre, l'Aviso Bapaume. Ces images uniques datent de 1912. C'est d'une piste en bois que pour la première fois un aéronef décolle depuis le pont d'un navire. L'Aviso Bapaume, c'est un petit bateau de guerre. On a bricolé dessus un pont en bois. Lancé en 1910, il fait 75 mètres de long, 644 tonnes. Il peut transporter un avion et embarquer 103 membres d'équipage. Quand aujourd'hui un Rafale décolle du Charles de Gaulle, il est l'héritier de ce frêle petit avion qui s'est lancé de l'Aviso Bapaume. Mais ces essais vont être vite ralentis.
En 1914, 2 ans après le premier décollage, l'Europe entre en guerre. Et pour la France, le conflit est avant tout aérien. Pour les Anglais, au contraire, le canon tonne sur la mer. Avec ses cuirassés, c'est sur les océans que ce peuple de marins se bat. Et ce sont les Anglais qui vont construire les 2 premiers véritables porte-avions de guerre. Des porte-avions pour le combat. Les 2 premiers, ça sera le Furious, qui est un ancien paquebot. En fait, c'est une coque de paquebot qui est aménagée avec un pont plat. D'ailleurs, on gardera cette expression après des ponts plats pour désigner les porte-avions. Et puis le deuxième, c'est le Courageous, qui est un croiseur de bataille, un cuirassé rapide, qui lui aussi, on regarde la coque et on met un pont plat dessus. Ces 2-là, ils sortent en 1917 et ils commencent à rentrer en service à la fin de la guerre. Avec ces porte-avions anglais, nous sommes loin de notre petit aviso. C'est sous le feu des bombes que les Anglais découvrent l'efficacité de cette alliance entre terre et mer. L'histoire hésite. D'un côté, un avion qui doit se poser sur un minuscule pont et de l'autre, l'hydravion capable d'amérir partout. L'hydravion semble a priori beaucoup plus sûr et simple. Après 1914, les marines européennes systématisent donc l'installation de ces drôles de rampes. Ce qui est certain, c'est que combiner l'aviation et les navires de guerre, c'est un vrai saut dans l'innovation, pour commencer. L'innovation n'est pas d'utiliser l'avion pour bombarder. Les batailles navales se font encore à l'ancienne, des cuirassés surblindés avec une grande puissance de feu. L'aéronef est donc utilisé pour des missions de reconnaissance. Repérer l'adversaire. À l'époque, c'est l'utilité principale des avions embarqués sur des porte-avions. Il sert à transmettre les positionnements des bateaux ennemis aux équipes des cuirassés. Il faut se rappeler qu'à l'époque, il n'y a pas de missiles, on se tire dessus au canon, parfois plusieurs dizaines de kilomètres, que la précision des tirs est assez aléatoire et que c'est toujours pratique d'avoir un avion qui est au-dessus et qui communique avec le bateau pour lui dire c'est trop court, c'est trop à droite, c'est trop à gauche, etc. pour régler le tir vers l'ennemi. Les aéronefs embarqués ont donc une complémentarité avec les cuirassés. Aujourd'hui, l'efficacité, la rapidité des porte-avions s'est imposée. Toutes les grandes nations en veulent. Avec la montée en puissance de nouveaux moteurs, après la guerre de 14, le porte-avions a définitivement supplanté l'hydravion. Dès l'après-guerre, les Français, conscients de l'avance anglaise, décident de se doter d'un premier porte-avions de guerre, le porte-avions français, le Béarn. C'est une simple coque de cuirassé sur laquelle on pose un pont plat. Le lancement a lieu le 15 avril 1920. Il fait 183 mètres de long, 25 000 tonnes. Il peut transporter 40 avions et 875 membres d'équipage. C'est sur ce navire que le 20 octobre 1920, un Français va pour la première fois se poser et pas juste décoller. Cet homme, c'est lui, Paul Teste, un des grands pilotes de la Première Guerre mondiale. Paul Teste, c'est le pionnier, c'est un héros de guerre, effectivement, qui est passionné d'aviation et puis qui a ce déclic en se disant on peut faire quelque chose. Et c'est lui qui va pousser finalement les prémices de l'aéronavale française. En 1920, Paul Teste réussit donc le premier appontage français. Il a compris, avant tout le monde, l'incroyable potentiel des porte-avions. Aujourd'hui, toute l'aéronavale lui rend hommage. Tous les amiraux français savent ce qu'ils doivent au commandant Teste. C'est la référence. Mais à l'époque, il est bien seul. Amiraux, généraux, ingénieurs, bien peu croient qu'un avion qui se pose sur un bateau peut être efficace. Il y a tous les conservateurs qui sont légion et qui sont la grosse majorité et qui sont là et qui n'y croient pas. Et puis il y a quelques illuminés au milieu de tout ça qui y croient, qui ont la foi. Paul Teste, lui, y a cru dur comme fer. Il a inspiré des générations de matelots.
Mais comme beaucoup d'aviateurs à l'époque, il y a laissé sa vie. Les accidents sont fréquents pour ces pionniers. Nous profitons certainement des sacrifices de ceux qui sont passés avant nous, des pionniers, des débuts de l'aviation, et tous ceux qui ont péri tout au long d'une centaine d'années d'aviation navale. Dans les années 30, fascisme, nazisme montent en Europe. Une course à l'armement se dessine. Dans ce contexte, les marines britanniques, américaines et japonaises s'équipent en porte-avions. Mais Berlin n'est pas en reste. En 1936, l'Allemagne commande son premier porte-avions, le Graf Zeppelin. Un porte-avions lourd, 33 000 tonnes, qui est capable d'embarquer plus de 50 avions. Et là, effectivement, on arrive dans une période de course à l'armement où, puisque l'Allemagne s'est lancée là-dedans, il va bien falloir qu'on y aille. Le débat sur la place des porte-avions agite les Français durant toute l'entre-deux-guerres. Mais la France, une fois de plus, va manquer le coche. On va mettre 8 ans, entre 1930 et 1938, pour choisir le modèle et finir par aboutir à une commande. Commande en 1938, le bateau est mis sur cale, évidemment trop tard, la guerre arrive, les moyens sont concentrés sur des choses prioritaires, les bateaux en achèvement comme des cuirassés, donc on prend tous les moyens, la construction ralentit, finit par s'arrêter avec l'armistice et le bateau finalement est démantelé sur cale. Les nazis, eux, n'ont pas attendu. La marine allemande s'est considérablement renforcée. Avant même que le conflit éclate, les cuirassés nazis sillonnent les mers. La Seconde Guerre mondiale impose les porte-avions comme une pièce centrale de la stratégie militaire moderne. En se perfectionnant, ce navire devient un outil extrêmement efficace. Et alors que ce navire n'était au début qu'un accessoire, il va devenir un véritable aérodrome mobile. Le porte-avions est aujourd'hui une base militaire flottante. Ingénieurs, artificiers chargent les armes les plus sophistiquées. Exemple, ces missiles Scalp à 850 000 € pièce. Des armes de haute technologie tirées à partir d'avions de chasse avec une précision extrême. Et c'est avec la Seconde Guerre mondiale que les anciennes missions d'observation se sont transformées en raids aériens. Bombardements lancés à partir des ponts d'envol. Destruction de navires par des missiles aéroportés. Alors que les Français ont été parmi les pionniers dans l'aéronautique navale, sont surtout les Anglais et les Américains qui ont fait évoluer à partir de la Seconde Guerre mondiale les porte-avions. Ce sont en effet Londres et Washington qui vont mesurer et subir la puissance de ce nouvel outil stratégique. La Seconde Guerre mondiale est marquée par des batailles fondatrices qui vont démontrer la suprématie des porte-avions. La première a lieu en 1940. La France a capitulé. Les Anglais sont seuls face à la puissance de l'Axe. Pour les Anglais comme pour les Italiens, la maîtrise de la Méditerranée est un enjeu central. Et les amiraux de la Reine vont l'emporter grâce à un coup de poker opéré depuis un porte-avions. Tout commence quand Londres déplace un porte-avions d'Alexandrie vers Malte. Plusieurs centaines de kilomètres en quelques jours. Un second porte-avions britannique est aussi rappelé en renfort. Les Italiens prennent peur. Ils décident alors de rapatrier leur flotte dans la rade de Tarente, où ils se croient en sécurité. Un de ces deux porte-avions anglais tombe en panne avant le départ. Mais les amiraux britanniques décident tout de même de mener l'opération prévue. Le porte-avions quitte Malte pour se positionner au sud de la botte italienne. C'est l'amiral Cunningham qui prépare ça pendant des mois, dans le plus grand secret. Et il faut quand même être honnête, à l'amirauté, il croit que moyennement. On se dit, après tout, pourquoi pas, on peut tenter. L'idée, c'est donc d'aller attaquer ces cuirassés au mouillage, dans une rade fermée, protégée.
où les Italiens se sentent parfaitement à l'abri. Ils n'imaginent pas une seconde qu'on va les attaquer depuis des porte-avions dans leurs repères, dans leurs tanières. Le bâtiment anglais l'Illustrious achemine au large de l'Italie une flottille de 21 biplans équipés de torpilles spéciales. C'est comme si en quelques heures, en toute discrétion, la Grande-Bretagne avait mis sur pied une base navale. Alors qu'ils se sentent à l'abri dans la baie de Tarente, les Italiens vont subir des pertes énormes. Les 21 avions britanniques, catapultés du pont de l'Illustrious, entrent dans l'histoire. En 90 minutes, la moitié de la flotte italienne est détruite. Avec cette victoire, la Grande-Bretagne garde le contrôle sur la Méditerranée. La bataille de Tarente a un immense impact dans l'utilisation des porte-avions dans la guerre du Pacifique. Car les Japonais ont observé de très près la stratégie des Anglais à Tarente. Nous sommes en 1941. Les Japonais, tirant la leçon de l'efficacité des porte-avions, vont réussir à mettre à genoux les Américains à Pearl Harbor. Tout commence quand leur porte-avions quitte discrètement le Japon pour traverser tout le Pacifique. Soit un trajet de plus de 4000 km sans se faire repérer. Leur objectif, se positionner face aux Américains qui disposent de nombreuses bases dans le Pacifique. La plus stratégique d'entre elles, Pearl Harbor. À partir du nord de l'île, les Japonais lancent le raid. Leur flotte composée de 6 porte-avions transporte plus de 400 avions. Jamais dans l'histoire, autant d'avions n'ont été acheminés si vite pour frapper. Seul le porte-avions a cette capacité. La surprise est donc totale quand à 7h40, le 7 décembre 1941, les avions de chasse nippons larguent leurs bombes. En quelques heures, un déluge de feu s'abat sur les Américains. Avec 400 avions, donc une attaque massive en plusieurs vagues, réussit à soit détruire, soit endommager pour de longs mois, voire des années, les 8 cuirassés américains qui sont présents. Mais il y a un coup de chance dans cette affaire-là, c'est que les 3 porte-avions américains du Pacifique ne sont pas là ce jour-là. Les 3 porte-avions américains de la flotte du Pacifique ont eu de la chance d'échapper à l'attaque de Pearl Harbor. Mais aussi le fait que les Japonais aient basé leur attaque sur l'action des porte-avions, nous pouvons ensuite voir l'importance que ces navires ont eue dans le reste de la guerre du Pacifique. Pearl Harbor déclenche l'entrée en guerre des Américains. Mais cette bataille, c'est aussi la prise de conscience de l'incroyable force des porte-avions. Plus aucune cible n'est à l'abri des bombardiers. Vraiment, la campagne du Pacifique dans les années qui ont suivi l'attaque de Pearl Harbor a permis de développer ce qui deviendra notre stratégie moderne d'utilisation du porte-avions. Aujourd'hui, le porte-avions est la base de notre stratégie militaire. C'est la pièce centrale avec les sous-marins et les forces qui les accompagnent. Finalement, ce porte-avions que beaucoup voyaient comme un jouet, qu'en fait s'impose comme une arme incroyable, à la fois pour mener des opérations contre la terre, pour couvrir des flottes en mer, et puis également pour mener des opérations anti-navires. Et toute la bataille du Pacifique entre les Américains et les Japonais sera conditionnée, basée là-dessus. Qui a les porte-avions? Qui a le plus de porte-avions? Qui peut les positionner au meilleur moment à la victoire? La victoire peut-être, mais elle n'est jamais sans risque. On finit par l'oublier,
ces pilotes doivent atterrir sur un pont 20 fois plus court qu'une piste classique d'aéroport. Un pont qui, en plus, tangue avec les vagues. Depuis les premiers jours de l'aviation des années 30 et 40, les porte-avions modernes sont devenus beaucoup plus sûrs qu'avant. L'atterrissage sur la minuscule piste du navire est un exercice encore périlleux. Les pilotes, même les plus aguerris, risquent l'accident à tout moment. Et puis il y a aussi les kamikazes japonais, cherchant à saborder les porte-avions. Ils provoquent de nombreuses victimes. Avec la Seconde Guerre mondiale, les Américains, Japonais et Britanniques ont développé l'outil porte-avions. Mais la France, elle, contrainte par l'occupation allemande, ne s'y mettra qu'après la guerre. Aujourd'hui, la marine française dispose d'un des porte-avions les plus puissants au monde. Ces marins maîtrisent les technologies nécessaires au maniement d'un bâtiment nucléaire. Mais longtemps, nous avons été tributaires de nos alliés anglais et américains. Pour saisir cette histoire, il faut remonter à 1942. À l'époque, notre flotte est basée à Toulon. Redoutant qu'Hitler ne s'empare de nos bâtiments, une poignée d'officiers décide de saborder nos navires, contre les consignes de Vichy. Le 27 novembre 1942, en moins de 2 heures, plus de 100 navires sont coulés. Résultat, un an après la fin de la guerre, en 1946, lorsque le conflit indo-chinois se déclenche, la marine française est moribonde. Ce sont alors les Anglais qui viennent à notre rescousse. Ils mettent 2 navires à notre disposition pour transporter des avions. Le premier, le Dixmude, est un petit porte-avions d'escorte. Dès son entrée en service dans la marine française, il se rend à Saïgon pour livrer des appareils à l'armée de l'air. Le second bâtiment prêté par les Britanniques, c'est la Romanche. Il s'agit là d'un véritable bâtiment militaire. La Romanche avait pour ancien nom en Grande-Bretagne le Colossus. Il pèse 17 000 tonnes en pleine charge. Sa longueur est de plus de 211 mètres. Il embarque 1020 membres d'équipage. Et c'est en grande pompe qu'il est remis à la marine française. Dès 1948, il se rend en Indochine pour appuyer un Dixmude déjà vétuste. Peut-être le plus symbolique, c'est la Romanche, parce que finalement, c'est le premier vrai porte-avions qui est prêté par les Britanniques, qui est un bateau quasiment neuf, qui va faire de multiples missions en Indochine. Il fait des campagnes sans cesse pendant la guerre jusqu'en 1954 pour appuyer les troupes au sol. Donc ça, c'est vraiment le porte-avions, je pense, le plus marquant de la guerre d'Indochine. Malgré la défaite, l'aéronaval a permis de soulager en Indochine une armée de terre acculée. Souvenez-vous qu'en 1954, les derniers avions qui ont volé au-dessus de la cuvette de Dien Bien Phu venaient des porte-avions. Et d'ailleurs, toutes les troupes qui ont été à Dien Bien Phu et les régiments qui en sont issus ont gardé un grand amour de l'aéronautique navale à cause de ça. Si les Anglais nous ont fourni 2 porte-avions en pleine guerre d'Indochine, les Américains ont eux aussi toujours été à nos côtés. Ils ont mis à notre disposition 2 navires après la guerre. The European Reconstruction Act
C'est avec le plan Marshall que 2 porte-avions ont été transférés à la Marine nationale, le Lafayette et le Boisbelot. Ils ont servi dans la marine française pendant 10 ans, dans les années 50. Les 2 navires ont participé au conflit en Indochine et en Algérie. Cela faisait partie de notre effort pour réarmer et reconstruire l'Europe, et surtout nos alliés. Ce sont grâce à ces appareils anglais et américains que les militaires français vont découvrir l'outil, se l'approprier. On y trouve cordonniers, boulangers et même un bloc opératoire. L'après-guerre a donc clairement été une bascule pour les militaires français. Les bâtiments prêtés par nos alliés vont se relayer sur les théâtres des guerres de décolonisation. Indochine, Algérie. Les porte-avions ont été adoptés par l'armée, mais les bateaux doivent être rendus aux Anglais et aux Américains. La France décide donc de s'équiper elle-même. Et c'est le président Coty qui signe la commande. La France lance dès 1955 la construction de 2 porte-avions, le Foch et le Clemenceau. La construction des Foch et Clemenceau marque un tournant dans l'Hexagone. Dès 1955, la construction est lancée. Des milliers d'ingénieurs, techniciens et mécanos sont mobilisés. En 10 ans, la France sort 2 navires 100% français. Le Clemenceau est mis sur cale à Brest. Le Foch, lui, est construit à Saint-Nazaire. On est vraiment rentré dans la cour des grands avec le Foch et le Clemenceau. On accède à la modernité. On accède aussi à la compétence et à la capacité de fabriquer 2 porte-avions qu'on a sortis à 2-3 ans d'intervalle, ce qui est quand même extraordinaire. Donc là, la France a monté une marche énorme. Le premier à entrer en service est le Clemenceau. Le 22 novembre 1961, il sort du port de Brest. 33 000 tonnes d'acier. Le Clemenceau et le Foch sont frères jumeaux. Ils font 261 mètres de long. Pour 24 200 tonnes. Ils peuvent transporter 40 avions et hélicoptères et ils embarquent 2200 marins. Le jour de l'inauguration, généraux, amiraux français sont tous présents. Ils savent qu'avec ce porte-avions, le paradigme stratégique change. La livraison du Clemenceau sera suivie 2 ans plus tard, en 1963, par celle du Foch. On peut vraiment faire des exercices avec nos amis américains et britanniques sans rougir et en pouvant vraiment participer aux missions totalement, sans être obligé de tronquer les missions parce qu'il nous manque les capacités. Les Foch et Clemenceau sont presque toute l'année en mission à travers le monde. Mission de reconnaissance, de dissuasion ou d'intervention. Cette montée en puissance de l'aéronaval se fait en synergie avec les industriels de l'armement et de l'aéronautique. En 1966, ces 2 navires sont mobilisés pour une mission ultra sensible. Direction Tahiti pour encadrer les essais nucléaires français dans le Pacifique. Le rôle des porte-avions, assurer un contrôle aérien permanent pour s'assurer qu'aucun pays ne se livre à l'espionnage. Et aussi envoyer des appareils pour des prélèvements dans les nuages radioactifs. On les envoie dans le Pacifique, notamment pour surveiller, protéger les campagnes d'essais nucléaires dans le Pacifique. C'est aussi une démonstration de puissance. Et d'ailleurs, le porte-avions et l'arme nucléaire sont 2 choses qui vont devenir étroitement liées. Avec cette mission, nous envoyons un message à tous les acteurs de la scène internationale.
D'une part, la France a désormais la capacité de fabriquer la bombe nucléaire. D'autre part, nos deux porte-avions sont capables de projeter la puissance française à l'autre bout de la planète. Et ce n'est pas tout. L'arrivée des moteurs à réaction change radicalement la donne. Des évolutions s'imposent sur les bateaux. Des évolutions que l'on retrouve jusqu'à aujourd'hui. Dans les années qui suivent la fin de la guerre, quand l'avion est entré dans la période des moteurs à réaction, les porte-avions ont été adaptés et perfectionnés. Vous pouvez voir qu'il y a un véritable changement technologique entre les années 30-40 jusqu'à nos jours. Ces avions à réaction doivent passer de 220 km/h à l'arrêt complet sur une piste qui fait la taille d'un terrain de tennis. À l'appontage, un crochet sous l'avion capte des brins d'arrêt. Hier, ces câbles n'étaient que des cordes lestées par des sacs de sable. Les câbles soumis à plusieurs tonnes de pression se bloquent progressivement grâce à un système de freinage hydraulique. Mais le changement essentiel, c'est la piste d'appontage. Sur les anciens navires, cette piste était droite, dans l'axe. Une fois posés, les avions allaient se garer en bout de piste. La piste droite, c'était ce qu'on a trouvé de mieux au début. Et c'était compatible avec les avions qu'on avait à l'époque, c'est-à-dire des avions lents qui pouvaient se poser sur la moitié d'un bateau. Ils arrivaient relativement à faible allure, ils étaient à moins de 100 km/h. Alors qu'aujourd'hui, un avion en réaction, il arrive à plus de 200 km/h et doit se poser sur un timbre-poste. Sur les anciens porte-avions, c'est sur la même piste droite que les avions décollaient, appontaient et se garaient. Les Anglais ont inventé une piste oblique pour éviter que les avions ne se télescopent. Aujourd'hui, les avions à réaction sont rangés sur le côté, sur la piste oblique. Résultat, si un avion doit décoller en urgence après un appontage raté, aucun appareil n'est percuté en bout de piste comme avant. Autre avantage de cette piste oblique, une efficacité maximale. Aujourd'hui, on peut faire décoller 100 avions par jour. Faire décoller et récupérer les avions au même moment signifie que l'on peut mener des opérations de combat 24 heures sur 24. Autre innovation, le miroir d'appontage. Ce sont ces lumières qui indiquent la bonne pente au moment où l'avion se pose sur la piste. Tout au long de la phase d'atterrissage, ces lumières doivent être alignées dans le champ de vision du pilote. On ne se rend pas compte qu'on approche aussi près du porte-avions. On le voit un petit peu autour de soi, parce que bien sûr, quand c'est une masse énorme, donc quand l'avion se rapproche, on commence à le voir dessiner dans son regard. Mais on est tellement concentré sur l'axe de la piste, qui vous donne donc l'axe d'appontage, et puis le miroir qui vous donne la pente. Vous avez les yeux qui sont rivés dessus. Vous avez les yeux qui sont rivés également sur la vitesse de votre avion ou son incidence. Et tout le reste est complètement secondaire. Donc l'impact est quelque chose qui vous surprend. Avant, c'était le Batman qui remplaçait ce miroir d'appontage moderne. Un marin muni de 2 raquettes indiquait au pilote la marche à suivre. Le Batman, c'était comme des espèces de grandes raquettes de ping-pong. On disait l'homme aux raquettes, qui bougeait dans tous les sens pour dire à l'avion de se redresser, de piquer du nez, de garder la bonne pente et la bonne vitesse aussi. Le Foch et le Clemenceau sont, nous l'avons vu, les premiers porte-avions de construction 100% français. Mais ce sont bien plus pour notre pays que de simples outils militaires. Le porte-avions, c'est la France qui se déplace.
Quand vous mettez un bateau de la Marine nationale à la mer, qui va au bout du monde, c'est la France qui se déplace. Et la France qui se déplace reste un message fort. En 1990, Saddam Hussein envahit le Koweït. Le président Mitterrand décide d'intervenir et chaque jour, il fait monter la pression diplomatique. L'amiral Guillot, à l'époque en lien direct avec l'Élysée, se souvient précisément de ces journées stratégiques. Tous les jours, là je m'en souviens bien puisque j'étais à l'époque ce qu'on appelle l'officier de manœuvre, c'est-à-dire celui qui disait où on serait le lendemain matin, tous les jours, l'Élysée nous disait où nous devions être, c'est-à-dire que notre progression était complètement maîtrisée par le président de la République, chef des armées, car il utilisait notre progression comme l'un de ses instruments de négociation. Et souvenez-vous, à l'époque, dans la presse, on disait « ce porte-avions qui va si lentement ». Ben non, on n'allait pas lentement. Nous allions exactement selon les ordres du gouvernement. Autre exemple, le conflit en ex-Yougoslavie. Le général Morillon est à la tête des casques bleus. Sous le drapeau de l'ONU, la coalition internationale cherche à faire plier Milosevic, responsable des atroces massacres à Srebrenica. C'est le général Morillon à Srebrenica qui disait lui-même que Milosevic avait reconnu que le fait d'avoir un porte-avions français au large, ça avait quand même sacrément pesé sur les négociations. Ça a été une aide considérable pour lui à ce moment-là. Avec le Foch et le Clemenceau, la France est donc entrée dans la cour des grands. Mais ces bateaux, pensés au milieu des années 50, ont vieilli 20 ans plus tard. Et à l'usage, la question du ravitaillement est apparue comme un véritable talon d'Achille. Un pétrolier ravitailleur est indispensable en permanence. Il suit le porte-avions pour lui fournir du carburant, ainsi qu'aux avions. Tous les 3 jours, vous avez plusieurs heures où vous êtes un peu bloqué, alors en espérant que la mer n'est pas trop mauvaise. Vous êtes à route stable, entre 24 et 42 mètres du bateau, environ à 15 nœuds, du pétrolier ravitailleur, et vous ne faites que ça et vous transférez plusieurs milliers de tonnes. Durant cette opération, le porte-avions est bien sûr une cible beaucoup plus fragile. C'est malgré tout une situation très délicate pendant laquelle on ne peut pas faire d'activité aérienne. Donc c'est une période qu'on essaye de minimiser le plus possible. Résultat, au milieu des années 70, quand la question du futur bâtiment se pose, l'enjeu de l'autonomie en énergie est crucial. Il faut passer à une autre étape. En 35 ans, les Foch et Clemenceau ont effectué plus de 45 tours du monde chacun. Chaque bateau a réalisé plus de 70 000 catapultages. Mais dès les années 70, les limites de ces navires se font jour. En 1975, l'État français lance un programme d'études pour un nouveau porte-avions. La fin du Foch et du Clemenceau était prévisible, il fallait remplacer ces bateaux. Première question, est-ce qu'on recopie un Foch Clemenceau ou est-ce qu'on passe à autre chose? Là, bien évidemment, nos amis américains, quand on a vu ce qu'ils faisaient, nous ont tiré tout de suite en disant « Attendez, vous n'allez pas refaire le Foch et Clemenceau, voilà, vous allez partir sur autre chose. Foch et Clemenceau, c'est des avions de 12 tonnes, il faut que vous passiez à des avions de 20 tonnes. Si vous avez 20 tonnes, on fera des choses ensemble. » La France est décidée à ouvrir une nouvelle page. En synergie toujours avec les industriels qui travaillent à renouveler nos avions de combat. Maquette, études. Petit à petit, le porte-avions à venir est conçu dans les bureaux de recherche. Au total, il faudra 10 ans de maturation. Le Charles de Gaulle. Entré en service actif le 18 mai 2001. Il mesure plus de 260 mètres de long. Pèse plus de 42 000 tonnes à pleine charge. Dispose de 2 réacteurs nucléaires et transporte 40 aéronefs, dont 35 Rafales, et embarque 2000 membres d'équipage. En 1986, la construction est lancée dans les arsenaux de Brest.
Plus de 1000 entreprises sont mobilisées. Au départ, le futur porte-avions ne s'appelle pas encore Charles de Gaulle, mais le Richelieu. C'est François Mitterrand qui, lui, tranchera pour l'homme de Londres. Mais la principale révolution, c'est le choix de la propulsion nucléaire. Objectif, assurer aux navires une autonomie sur toutes les mers du monde. Les cœurs nucléaires assurant la propulsion permettent de se passer des fréquents ravitaillements en mer. Très naturellement, on en est venu à la propulsion nucléaire. Et je peux vous dire que moi qui ai vécu ça comme commandant pendant les essais, je ne me suis jamais posé la question de savoir quand est-ce que j'allais ravitailler. Donc, un atout considérable. Grâce au cœur nucléaire, le bateau peut naviguer en toute autonomie. Les contrôles sont fréquents, bien sûr, mais les cœurs nucléaires n'ont à être rechargés à Toulon qu'une fois tous les 10 ans. En 1994, le Charles de Gaulle est dévoilé lors d'une cérémonie grandiose. Et François Mitterrand connaît trop son histoire pour ne pas mesurer l'importance de ces instants. La République a décidé de donner à notre porte-avions nucléaire le nom de Charles de Gaulle, en associant ce nom à ceux de Clemenceau et de Foch, et l'honore les hommes illustres qui, au cours de ce siècle et aux heures sombres de notre histoire, ont su affirmer le refus de la défaite et la volonté du pays de rester maître de son destin. Et là, on a senti qu'il y avait une espèce de poids de l'histoire qui y arrivait. Je fais ce qu'ont fait mes grands anciens avec le Foch et le Clemenceau, je le fais maintenant avec le Charles de Gaulle. Malgré cette flamboyante inauguration, de nombreux soucis de conception, de fabrication, ralentissent l'entrée en service du navire. Il faut attendre janvier 1999 pour voir le navire faire ses premiers essais en mer. Dès l'origine, le nouveau porte-avions est pensé en couple avec le futur avion. L'entreprise Dassault est mandatée pour concevoir l'avion de combat qui, à terme, remplira les hangars. Efficacité militaire, technologie d'armement. Cet avion, ce sera le Rafale Marine. Le Charles de Gaulle peut en embarquer 35. Le porte-avions, il n'a d'intérêt que par les avions qu'il porte. La plateforme en soi n'a pas d'intérêt. Donc, si vous avez un beau porte-avions et pas d'avion, je veux dire que ça ne sert à rien. Donc, bien évidemment, c'était une affaire de couple. Et ça a été pensé comme ça dès le début. Comment l'avion allait être catapulté sur le Charles de Gaulle, comment le Rafale allait apponter sur le Charles de Gaulle, comment on allait entretenir cet avion dans le hangar, dans les ateliers. C'était un guide permanent. Les Américains, hier comme aujourd'hui, ne s'y trompent pas. Des années 2000 jusqu'à la lutte contre Daesh, nous marchons main dans la main. Et c'est tout un symbole lorsque, face aux côtes syriennes, le général Townsend vient saluer les équipes du Charles de Gaulle. Je vous remercie pour ce que vous faites et votre soutien dans la coalition contre l'État islamique en Irak et en Syrie. Moi, pour avoir été sur plusieurs porte-avions américains et en avoir parlé avec des officiers ou amiraux américains, ils sont assez bluffés par les capacités du Charles de Gaulle. Ça, c'est une réalité. Ils le disent pas au micro, ils le disent plutôt en off. Et on arrive quasiment à faire, finalement, avec presque 2 fois moins d'appareils, ce que les Américains font avec 2 fois plus. What? Charles. And where are you from? You're from Paris. Yes. Yeah. France. What is your name? Olean. Olean. Where are you from? Perpignan. Perpignan. Le porte-avions est le navire amiral.
mais seul, il ne peut rien. Le Charles de Gaulle est toujours accompagné de ce que l'on appelle un groupe aéronaval. Lors de chaque opération, il est entouré de frégates antimissiles et d'un sous-marin nucléaire. C'est donc bien le groupe aéronaval dans son ensemble qui fait la force du porte-avions. Un Russe ou autre réfléchit à 2 fois avant de s'approcher du Charles de Gaulle parce qu'il sait qu'il y a un sous-marin en dessous quelque part. C'est très dissuasif. Le groupe aéronaval français est l'un des plus efficaces du monde. Il en a fait la preuve en Libye et en Syrie. Notre stratégie navale moderne est centrée autour du groupe aéronaval. Donc vous avez le porte-avions au centre d'un groupe de navires qui ont chacun leur atout, comme les sous-marins et les avions. Ils se protègent les uns les autres, et surtout le porte-avions et ses 70 appareils qui sont dessus. Depuis l'Afghanistan, le Charles de Gaulle intervient régulièrement aux côtés des porte-avions de l'US Navy. Ici, en 2016, le porte-avions français navigue face à la Syrie avec le bâtiment américain Eisenhower. Et ce n'est pas tout. Aujourd'hui, tous les pilotes de l'aviation embarquée française passent aux États-Unis pour faire leur formation. Leurs premiers appontages, ils les font donc sur des porte-avions américains. Ils sont entraînés de la même façon que les pilotes de l'US Navy. Et je dois dire que les Américains nous regardent toujours comme des gens extrêmement motivés, combatifs, sérieux. Un exemple. Ici, des Rafales marines français sont stationnés sur l'USS Enterprise. Cette coopération est mise en œuvre de façon très concrète. Nous avons des échanges d'officiers sur les navires et nous travaillons toujours ensemble lorsque nous sommes en mer. Donc les avions français appontent sur les porte-avions américains et les pilotes américains appontent eux aussi sur le Charles de Gaulle, ce qui nous permet de faire face à toute menace dans le futur, comme ce que nous faisons déjà en Irak et en Syrie. Un F-18 américain peut être catapulté du Charles de Gaulle pour une mission de frappe. Et la réciproque est tout aussi vraie. Ce que l'on appelle dans le langage militaire l'interopérabilité. Quand les Américains apprennent qu'un F-18 ne peut pas faire la mission, on propose qu'un Rafale la fasse, ils disent pas de problème. À pleine capacité, le navire est en activité permanente sur les 25 étages. Il y a bien sûr les fameux chiens jaunes, ces opérateurs qui guident les avions. On les appelle les chiens jaunes car ce sont les rois du pont d'envol. Ce sont eux qui aboient leur ordre. Sur le bateau, chacun des 2000 marins est à sa place. Du pilote au matelot, du magasinier au commandant. Tout le monde vit ensemble. Depuis le capitaine de vaisseau qui commande le porte-avions Charles de Gaulle et qui a entre 45 et 50 ans, jusqu'au jeune timonier qui a 18 ans, qui vient de s'engager au moment de l'appontage de l'avion. Ce jeune homme de 18 ans, il a au bout de son joystick la vie du pilote. Il le sait. Il est aussi important, voire plus important que le commandant du navire. Autre élément vital sur le navire, le fameux Pedro. Pedro, c'est ce petit hélicoptère, une alouette. Il veille à la vie des pilotes lors des appontages et catapultages. Le pilote d'aviation embarqué, il ne monte pas dans son avion si le Pedro est indisponible. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, si on nous dit qu'il n'y a pas de Pedro, il n'y a pas de vol. C'est aussi simple que ça. Pourquoi? Parce que c'est
C'est notre Saint-Christophe. Hein. Quand on tombe, si jamais après un catapultage, on est obligé de s'éjecter, si un appontage se passe mal, on s'éjecte et qu'on tombe dans l'eau, eh bien, celui qui va nous récupérer, c'est Pedro. C'est vraiment une petite chose, parce que c'est une petite alouette au milieu de toute cette masse de métal, d'avions de tout genre. Il y a une petite alouette dans un coin, mais cette alouette, elle bat, je dirais, dans tous les cœurs des pilotes de chasse. La France ne dispose que d'un seul porte-avions. Or, tous les 10 ans, le Charles de Gaulle doit revenir à Toulon pour 18 mois. Objectif, recharger ses cœurs nucléaires et subir une révision générale. Durant ces longs mois, la France est moins puissante, d'où la question du second bâtiment. Dès l'origine, on avait prévu un frère jumeau pour le Charles de Gaulle. Mais on parle d'investissement de 3 ou 4 milliards d'euros. Ce qui, économiquement et médiatiquement, est une décision compliquée. Le président Chirac, comme tous les autres, ont été confrontés à ce dossier. C'est aussi le président Chirac qui un jour me dira, avec la voix qu'on lui connaît, « Vous savez, amiral, les porte-avions, c'est comme les gendarmes, ça va par deux. » Mais selon la fameuse formule de Chirac, les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Et en public, les déclarations se font plus prudentes. J'espère beaucoup qu'il y aura un deuxième porte-avions. Je ne puis pas répondre aux questions que vous venez de poser, qui impliquent des études longues et qui ne s'improvisent pas. Pour tous les présidents de la République, la question se pose. Elle n'a pas été tranchée. C'est un enjeu militaire, mais aussi technologique, industriel. Aujourd'hui, le Charles de Gaulle est entièrement remis à neuf à Toulon. On fait passer ce bateau, pensé à la fin des années 80 aux technologies du 21e siècle. 18 mois de chantier, 4 millions d'heures de travail pour lui assurer une nouvelle vie. Jusqu'en 2040. Quel sera le futur de l'aéronavale française? Quel bâtiment pour remplacer le Charles de Gaulle? Quoi qu'il en soit, une certitude, les porte-avions resteront au cœur de notre système de défense dans un monde de plus en plus instable. La grande histoire des fleurons français qui va de Poltest au Béarn, de la Romanche au Dixmude, du Foch au Charles de Gaulle est loin de se terminer. Mais au-delà du nucléaire, les technologies évoluent à vitesse grand V. On parle de faire décoller des drones depuis les porte-avions. On parle de nouveaux systèmes de catapultage mis au point aux États-Unis. Ces choix stratégiques doivent... Cette histoire commence par la vision impressionnante de ces fleurons de la marine française. Les porte-avions, ces monstres d'acier et de haute technologie. Des bâtiments qui défient l'imagination. Pour comprendre leur rôle véritable, il faut revisiter les grands conflits. La montée des fascistes. Le combat de la Seconde Guerre mondiale. La guerre du Pacifique. Le sabordage de Toulon. Mais aussi les opérations en Yougoslavie, Irak, Syrie. Et replonger dans ces batailles, c'est découvrir que nous ne sommes rien sans nos alliés. Qui sait qu'en Indochine, les militaires français manœuvraient sur des porte-avions anglais et américains? Qui sait que nos pilotes atterrissent régulièrement sur les porte-avions de l'oncle Sam?